merci mille fois pour ce que tu dis. Effectivement, voilà, le bouquin, il est là, que j'ai mis très longtemps à... Enfin, j'ai démarré très tardivement, voilà, il est paru il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire l'année dernière, et où je raconte beaucoup d'histoires, mais il y a l'histoire de la vie de mon père, mais il y a une grande partie qui touche à l'Inde, effectivement, et nous allons démarrer comme cela. Ce dont me parle Maurice, c'est effectivement la première histoire extraordinaire et la plus grande, probablement, très probablement, je peux le dire ici avec vous, vraiment, qui m'est arrivé, qui me soit arrivé dans la vie. À l'âge de 10 ans, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un bourgeois parisien, décadent ou pas, mais voilà, et j'étais un petit garçon qui avait 10 ans, et tout d'un coup, je savais qu'il était mon père, mais je le connaissais sous un aspect qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai découvert quand il était à Pondichéry, c'est-à-dire que c'était un monsieur très décontracté et avec lequel je faisais du bateau en Bretagne, car il était breton, il avait un petit bateau là-bas, à la Trinité-sur-Mer, et nous allions naviguer comme le cousin Sadbrem, dont nous aurons l'occasion de parler, j'imagine. À l'âge de 10 ans, donc nous sommes en 1961, et moi je suis à Paris, dans ma petite école à côté de la maison, et on reçoit un télégramme de mon père qui, pour la première fois, revenait à Pondichéry. Et en disant simplement, envoie-moi Jean-Marie qui partira, je précise, avec petit-fils Morisset. Petit-fils Morisset, c'était le fils de Bourna, qui s'appelait Michel, qui maintenant s'appelle Canu, qui avait exactement mon âge et qui n'est jamais que, si j'ose dire, l'arrière-petit-fils de mère. Oui. Et c'est avec lui que nous sommes arrivés tous les deux, brinque-ballant, mais enfin, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était très difficile. Il y avait très peu d'avions. Donc, je peux vous la faire courte, mais je peux vous la faire longue aussi, parce que là, nous sortons, Laurence et moi, d'une équipée absolument invraisemblable depuis Paris maintenant, alors qu'il y a des avions toutes les 10 minutes. On a passé 48 heures dans cet hôpital, allais-je dire, aéroport de Charles de Gaulle, épouvantable, au bout du compte. Et enfin, en 61, j'étais donc avec Alia, on était tous les deux, on avait les larmes aux yeux, on ne savait pas où on allait. Lui, un peu mieux que moi quand même, mais moi, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. La seule chose que je savais, c'est que j'étais le seul petit garçon de mon âge qui soit jamais monté dans un avion. Je veux dire, dans ma classe, personne n'avait un avion. On a fait escale au Caire, on est parti du Caire vers Bombay, au milieu du parcours, des quadrimoteurs, pas les avions en réaction encore, et un moteur a pris feu, retour au Caire, une nuit au Caire avec le type qui dort en travers de la porte, comme ça, donc, on était coincés dans la chambre et on ne savait pas ce qui se passait. Le lendemain, Bombay, le surlendemain, Madras. Nous atterrissons à Madras, et à l'époque, l'aéroport de Madras était plus petit que cette pièce, et je dis toujours en exagérant un petit peu, on arrivait en slalomant au milieu des vaches sacrées, comme ça il y avait une piste, et voilà, quelques lapins et quelques vaches, et c'est tout, absolument tout, et une grappe humaine, je me souviendrai toute ma vie de ça, des grappes humaines de gens qui voulaient toucher les petits blancs que nous étions, parce qu'il y en avait vraiment très peu à l'époque. Et à côté de ça, Pourna, la petite fille de mère et la mère de mon nouveau copain, et mon père, qui avait changé de tenue, qui n'était plus le marin breton décontracté que j'avais connu, mais qui avait vêtu les habits du gouverneur, en quelque sorte au propre et au figuré d'ailleurs, était droit comme un lit dans son costume de soie grège, on va dire, j'exagère un petit peu, mais enfin il était tout d'un coup très élégant, et ces deux personnages sont venus nous chercher tapis rouge à la descente de l'avion avec des colliers des mallettes, tout ça est tout à fait nouveau pour nous, et nous progressons vers l'aéroport qui est grand comme ça, et où il y a des grappes humaines vraiment qui essayent de nous toucher comme ça, c'est des souvenirs d'enfants assez forts, vous voyez. Et ensuite on est embarqué dans l'extraordinaire voiture qui est toujours à l'ashram aujourd'hui, qui est la Rimbert, donnée par probablement, je ne sais pas tout à fait ce que je dis, mais par un Maharaja à l'époque, acheté au Robindo. Une bagnole qui, elle, rentre à peine dans cette...
comme on était déjà très... comment dire, on ne savait pas où on allait, mais on se disait qu'on allait dans un endroit très important. Moi, j'étais dans mes petits souliers. Vraiment. D'ailleurs, on s'est endormi. Maurice, maintenant, me parle de quelque chose qui a donc marqué ma vie grandement. Au bout de quelques temps, nous habitions, mon père et moi, pour certains se souviennent de ça, dans l'hôtel de l'Europe, chez M. Magri, dont je parle dans ce bouquin aussi, je raconte des histoires assez marrantes avec Magri, qui était un des seuls qui avait une voiture à l'époque dont on déchirait qui klaxonnait toute la journée pour montrer qu'il existait. Bref, et nous avions rendez-vous à l'ashram, un premier rendez-vous avec Pavitra, qui à l'époque était un monsieur très important de l'ashram, qui était, on pourrait dire, le numéro 2, enfin le patron en tout cas de toute l'éducation à l'ashram, et l'un des bras droits, ou le bras droit de mère. Et vieux copain de mon père, on peut dire, mais il se connaissait très bien. Premièrement, je ne vais pas m'étaler sur ce rendez-vous-là, très intéressant, mais bon. Et ensuite, deuxième rendez-vous, et c'était un rendez-vous donc, dont moi j'ignorais la destinée, mais qui était évidemment le rendez-vous avec mère. Et je recommence. Là, ça a été une longue progression, donc évidemment, devant l'ashram à cette époque-là, enfin, il nous attendait un aéropage, donc avec Pavitra, avec un Boeing, avec des gens comme ça. Il y avait 4 ou 5 personnes, mon père et moi, et moi qui lui tendais un peu la main comme ça, vraiment. Nous procédons à travers l'ashram, on passe devant le samadhi, on dépose nos chaussures, on passe derrière, enfin vous connaissez le chemin, on grimpe lentement mais sûrement un premier escalier, puis un deuxième escalier, et nous arrivons devant celui que j'ai appelé dans ce livre le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre qui ouvre la porte de mer comme Saint-Pierre ouvrait la porte du paradis, qui s'appelle Champaklal, qui était le brahmine absolument impeccable, dont j'ai appris par la suite quand même qu'il avait accompagné très sérieusement chez Aurobindo à l'époque révolutionnaire du côté de Calcutta, quand il s'agissait de mettre les voitures en quinconce, de faire des manifestations et éventuellement de déposer des bombes un peu à gauche et à droite. Mais enfin là, il était tout à fait dans une autre position. C'est un personnage admirable avec des cheveux blancs qui descendaient jusqu'ici, avec le cordon du brahmine, torse-nu en petit blanc, admirable, avec un sourire époustouflant et serrant pendant une demi-heure, comme ça j'exagère évidemment, les mains de mon père, les miennes. Et il ouvre la porte de la chambre de mère. Nous entrons. Là, je pense qu'il y avait 2 ou 3 personnes, dont probablement Bourna, pas son fils en tout cas, et mère est assise, légèrement en hauteur, sur un fauteuil. Évidemment, l'image première, c'est celle d'une princesse égyptienne, parce qu'elle a les, comme ça, elle a les coudes posés sur les accoudoirs de son fauteuil, elle est légèrement en hauteur. Elle est placée pour moi, elle m'apparaît comme une vieille dame excessivement fardée, parce qu'elle avait vous vous souvenez, certains d'entre vous, elle avait les yeux très soulignés de noir, moins dans les darshans au balcon que lorsqu'on la voyait dans cette situation-là. Et j'étais à côté de mon père, dont j'avais tenu la main en montant l'escalier, et qui m'avait lâché, qui m'avait sorti 2 ou 3 phrases en traversant la chambre de Aurobindo, où il y avait des bibelots dans tous les sens. Enfin, je vous passe ce genre de détails, mais ce n'était pas inintéressant. Et François, qui était, qui m'a initié à la poésie, on va en parler aussi, j'espère, me disait aboli, bibelot d'inanité sonore, Mallarmé, c'était tout le temps comme ça. Est-ce que tu ne voudrais pas lire ce passage de la rencontre de mère la page 70. Je prends ça, pardon, parce que je me perds en... Jean-Marie, Oui. avec quel âge? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Oui. Ah, si. Ok.
Il faut lui faire reposer un peu sa voix quand même. Non, la voix, ça va. Mais enfin, il est vrai que c'est un passage déterminant de ce livre, mais la raison pour laquelle je suis ici n'est pas forcément de parler de ce livre, mais d'un ensemble de choses qui dépassent de loin ce livre. Bon, voilà, on passe par la chambre de chez Robineau, comme je dis, beaucoup d'objets encore. Ces gros coquillages roses dans lesquels on entend la houle quand on les pose contre l'oreille. Des photos, une enfilade de petites horloges aux bâtons immobiles, des lampes en porcelaine peintes en opaline rose comme dans un salon Napoléon III. C'était vrai, c'était tout à fait l'ambiance comme ça, Napoléon III. Un ventilateur aux vieilles pales en bois et suspendu sur un mur au bout d'une cordelette, un calendrier du bazar de la rue Nérou dont on déchire tous les jours une page. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça aussi, mais en réalité, à l'instant dont je parle, bien loin de la reconstitution que j'opère des années plus tard, ces détails m'échappaient. J'avais comme une taie sur les yeux. Et mon père m'avait placé devant lui. Mère, voici mon fils. Dans son fauteuil légèrement surélevé, elle est assise telle une princesse égyptienne, les avant-bras posés sur ses accoudoirs. Un regard, le reste n'existe plus. Les yeux fardés de cette très vieille dame se posent sur moi. Elle avance sa main droite sur mon épaule. Je suis ailleurs, suspendu dans les airs. Je me laisse porter. Et comme on me l'a demandé, j'ai allongé le bras pour tendre mon bouquet. Et après, je ne sais plus. Que dire? Je reste immobile, médusé à la fois par la douceur et la force que dégage cette présence, si proche, si enveloppante. Mais bientôt, une autre image s'impose à moi, plus forte et plus bouleversante encore. Mon père a lâché ma main, il tombe à genoux au pied de la mère, il les touche, lui caresse ses genoux et il embrasse ses mains. Une fois, 10 fois, elle esquisse un mouvement pour le relever, comme il l'avait fait lui-même avec Roger, son serviteur. Mais il persiste. Elle le laisse faire, lui pose la main sur la tête, il continue, il ne s'arrête plus de l'embrasser. Elle a l'air bien heureuse, elle aussi, de le revoir. C'est peut-être ça l'amour spirituel. Tu parles dans ton livre d'une résonance intime avec ton père. Tu dis que là où la petite histoire rejoint la grande. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur ce rapport que tu as eu avec cet homme quand même qui a commencé sa vie avec le surréalisme, avec toutes ces grandes personnalités, qui a fait une carrière ensuite de diplomate? Alors, on peut peut-être faire un flashback dans l'histoire, puisque nous sommes ici en vertu de la littérature française, si je peux dire aussi, et de l'histoire de ce XXe siècle. Il est éventuellement intéressant de savoir l'origine, comment les choses se sont passées, vous savez. Parce que Maurice fait allusion à la petite histoire et à la grande. Et de fait, moi je suis arrivé au monde entre ces deux histoires-là, si je puis dire. Et parfois je les ai saisies au vol, comme a pu le faire mon père. Ça, j'en parlerai plus tard aussi, au moment du 18 juin 1940, où il est à Chandernagore en tant qu'administrateur des colonies. Étant en territoire anglais, à Chandernagore, il entend l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et de Gaulle, et le premier télégramme que de Gaulle reçoit à Londres est celui de mon père, ce qui, d'après. J'ai parlé, mais là, après ça, je ferme cette parenthèse. Ce qui, d'après Jean Lacouture, qui fut l'un de ses
biographes les plus célèbres et avec lesquels je me suis entretenu, m'autorise à vous dire que mon père était considéré comme le premier gaulliste historique. Là, c'est vraiment de la petite histoire à la grande, si vous voulez, mais je tiens à préciser cette histoire-là. Ce qui lui vaudra, de façon directe ou indirecte, d'être nommé en 1945, ça n'a jamais été dit, mais moi je le dis quand même parce que ça me semble évident, gouverneur de l'Inde française en poste à München, après avoir été délégué général de la France libre pour tout l'Extrême-Orient, en poste à Singapour à partir de la fin 1941. Voilà, je ferme la parenthèse historique pour revenir à une autre histoire, qui est celle de mon père qui a 20 ans et qui se trouve à Paris, donc au début de ce XXe siècle. Juste après cette guerre qui fut une boucherie épouvantable, dont on appelait la guerre des guerres, en pensant que c'était la dernière, malheureusement ce ne fut pas tout à fait la dernière, mais où il y a eu vraiment des millions de morts. Et il y a là, en bas de la rue Saint-Jacques, à Paris, pour ceux qui connaissent, dans un square fameux qui s'appelle le square Saint-Julien-le-Pauvre, en face de Notre-Dame, une réunion qui restera une réunion un peu célèbre pour les gens qui s'intéressent à tout ça, qui fut la première réunion des poètes et des peintres surréalistes. Saint-Julien-le-Pauvre, au mois d'avril, je crois, en tout cas 1921, c'est-à-dire, vous voyez, 3 ans avant qu'André Breton et Philippe Soupeau n'écrivent le manifeste du surréalisme. C'est vraiment le tout début, et je dirais presque qu'on est à cheval entre Dada et le surréalisme. Pour ceux qui connaissent le mouvement Dada qui est né de façon tout à fait extravagante dans la ville la plus inattendue possible et imaginable, à savoir Zurich, dans un endroit qui s'appelle le Café Voltaire, où se sont rencontrés des gens comme Man Ray, qui arrivait de New York, Picabia, Max Ernst, allemand, et bien d'autres. Et bien ces gens-là étaient en 1921 au square Saint-Julien-le-Pauvre, où l'on trouvait également André Breton, évidemment, Louis Aragon, Robert Desnos, René Crevel, et mon père, et son jeune frère qui s'appelait Jacques Baron, qui avait 5 ans de moins que lui, qu'il a fait venir du fin fond de la Bretagne, enfin de Nantes, c'est pas le fin fond de la Bretagne, mais qui est arrivé avec sa vieille locomotive en vapeur. Lui, il était plutôt dans les wagons derrière, évidemment, à 5 h du matin à la gare Montparnasse. Et tout ce petit monde se retrouve dans cet endroit, et Jacques, qui était vraiment un jeune homme qui se destinait à un petit bourgeois breton, lui qui se destinait à la marine marchande, pendant la nuit avait griffonné sur un petit bout de papier quelques mots. Et quand mon père le présente à Aragon, qu'il connaissait bien, qui était devenu un ami, Jacques sort de sa poche ce petit bout de papier froissé et le tend à Aragon qui le déplie et lit la chose suivante: maintenant visé d'une folie douce, je tourne le pouce d'une autre pensée. Et Aragon dit à Jacques, 16 ans, 15-16 ans, il est né en 1905, on est en 21. Il dit à Jacques, jeune homme, vous restez avec nous, vous êtes le Radiguet de la poésie française. À l'époque, Radiguet, c'était ce que Cocteau avait trouvé de mieux, qui devait être il est mort très vite, Radiguet, mais qui devait être le grand écrivain de l'époque. Et ce qui fut dit, fut fait. Les copains surréalistes, les nouveaux copains surréalistes se sont cotisés pour offrir une chambre d'hôtel au petit Jacques, que la police des mœurs, lancée par les parents à Nantes, poursuivait déjà. Ils lui ont planqué à l'hôtel des Grands Hommes sur la place des Panthéons à Paris. Absolument un cadavrantesque, comme dirait l'autre Chirac. Et peu à peu, il sortait de son hôtel, il écrivait des poèmes sur le bord des tables des bistrots du boulevard Saint-Michel, qui, au fur et à mesure, à l'époque, étaient publiés dans des revues surréalistes, Aventure, l'Aventure surréaliste, etc. Quelque temps plus tard, cet événement, André Breton aurait dit, parce que j'en ai jamais eu la confirmation, sinon je le sais parce que m'en a dit mon père et d'autres qui me l'ont formulé également, et je n'ai jamais fait écrire nulle part. À un moment donné, donc dans les années 25, on va dire, quelques années plus tard, Breton aurait dit tout d'un coup, maintenant ça suffit, il faut brûler tous nos poèmes, et
et partir à l'aventure. Alors, mon père, qui s'appelait Charles, soit dit en passant à l'époque, s'appelait Charles François, à l'époque surréaliste, on appelait Charles Baron dans les livres, on parle de lui comme Charles, parce qu'il existe dans les livres, notamment d'Aragon. Et le plus beau poème de Robert Desnos lui est dédié aussi, sous le nom de Charles. Il se dit, bon, ben écoutez, j'ai une licence de droit, et il se lance dans 2 années, je crois à l'époque ça suffisait, 2 ou 3 années d'école coloniale, et en 1927, bon, alors mariage ultra rapide avec une jeune fille voilà, je ne rentre pas là-dedans non plus, c'est peut-être pas la peine, il se retrouve administrateur des colonies à Dakar. Bon, l'aventure commence. Après Dakar, je ne sais pas si je dépasse de loin ta question, non? Ah oui, on est plus sur l'intimité du rapport, et là on est dans l'histoire. Mais enfin bref, de Dakar, ce sera Niger, Mopti. Ce sont des histoires que je raconte dans ce bouquin, il y en a qui sont légères et d'autres un peu plus profondes. Et de fil en aiguille, donc il fait toute sa carrière, 15 ans de sa vie en Afrique, et il arrive enfin dans le pays qui tenait à cœur parce qu'il avait lu, à l'origine, il ne connaissait pas du tout ce Robindo, mais il avait lu les poèmes de Rabindranath Tagore. Et il est nommé dans la boucle du Gange, dans l'affluent du Gange en réalité, dans cet endroit qui s'appelle donc Chanler-Lagor, qui était le 2e comptoir, on va dire, après Monastir. Alors, maintenant, Maurice, si on peut, et de là, donc, après-guerre, non, de là, le télégramme à Londres, à De Gaulle, il veut rejoindre Londres directement, et De Gaulle lui dit non, vous restez à votre poste. Donc il piétine d'impatience à Chanler-Lagor, et en 1941, c'est-à-dire il attend 6 mois quand même, De Gaulle le nomme délégué de la France libre pour tout l'Extrême-Orient, en poste à Singapour, et là il va de Singapour à Hong Kong, en passant par Manille, Jakarta qui s'appelait Batavia, Bangkok, Manille, Batavia, etc. Jusqu'au jour où il arrive à Londres en 1942, et voir arriver Kessel, d'Orient et tout. Mais je m'arrête là pour l'histoire, parce que sinon on ne va pas en finir. Pardon. Mais sinon, tout ça est un peu décousu. Non, mais dans ton livre, tu parles, il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé, c'est « L'Inde est-elle venue se greffer à ma vie ?» Alors, souvent, on ne sait plus si c'est par rapport à ton père ou c'est par rapport à ta vie. Je ne sais pas, dans le livre, tu as vu ça? Oui, l'Inde est venue se greffer à ma vie. Alors, qu'est-ce que... Je ne sais ça simplement pas si c'est à propos de moi ou à propos de mon père. Tu vois, parce que je pense que pour nous deux, c'est ce qui s'est passé. Oui. C'est ce qui s'est passé pour tous les deux. Parce que tu parles aussi d'une grâce particulière. Attends, où est-ce que j'ai vu ça? Ouais. Je dois à l'Inde de m'avoir réchauffé l'âme, d'avoir éclairé les ténèbres. C'est quand même des choses très fortes. C'est mon père qui dit ça. Ouais. Mais j'ai un beau texte de mon père que je vous réservais pour la fin, mais je peux vous le dire maintenant si vous voulez. What do you think? Non, mais ça on garde pour le climax. Oui, on garde. Ouais, parce que je crois que c'est important que tu racontes un peu cet amour que ton père a eu pour l'Inde et pour May et Shurbindo, et connaissant l'attitude de la France envers des fonctionnaires qui se penchaient un peu trop sur ces, entre guillemets, sectes, comment est-ce que ça a affecté la carrière de ton père? Alors, je n'ai pas de précision sur la chose, sinon je peux imaginer, mais il y avait des choses incomparables dans son histoire, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, malheureusement, j'avais un rendez-vous
qui a été, si je puis dire, avorté avec un monsieur important qui m'aurait raconté toutes ces histoires-là très bien, qui s'appelait Maurice Schumann, qui avait été ministre des Affaires étrangères, et qui s'est occupé de la restitution des comptoirs plus tard, donc au moment où ça s'est vraiment passé, c'est-à-dire en 1954 sous l'Indès France. Maurice Schumann. Et ça connaissait très bien l'histoire de mon père. Maurice fait allusion au fait que, étant lui le gouverneur, étant devenu officiellement un disciple de l'ashram de Aurobindo, ne s'en étant pas caché, et peut-être l'a-t-il un peu trop dit, mais on ne sait jamais trop, cela lui aurait porté préjudice auprès des administratifs et grands ambassadeurs à Paris. Voilà, c'est tout, au Quai d'Orsay. Ça, c'est tout à fait possible. Il avait un autre travers, quand même, mon père, avec lequel il a traversé les 3 quarts de son existence, et qui s'appelle l'opium. Bon, il y avait un certain nombre de gens de son espèce, si j'ose dire, c'est-à-dire de coloniaux et d'ambassadeurs qui avaient, comme on disait, contracté la maladie funeste de l'opium. Il y a un poème comme ça. Il a occupé le poste à Singapour. À propos de poème, parce que je vois Pierre là, et comme j'ai l'esprit d'escalier, comme vous avez compris, et que tu me parlais, oui, donc voilà ce qui a joué, et l'opium, et le fait d'être disciple, pour ne pas dire dévot, de la charte de Aurobindo, a probablement joué un rôle dans le fait que mon père, qui était promis à une destinée éventuellement glorieuse de ministre à l'époque, rejoignant De Gaulle à Londres, etc., n'a pas eu la promotion en question. Bon, bref. Mais, c'est drôle, on parlait donc, tu me demandais au fond ce qui faisait l'intimité de nos rapports, de ce père qui m'a eu tardivement, qui n'a pas été finalement un très bon père, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est ce que je dis à la fin de mon bouquin. Je dis, bon, alors maintenant ça suffit, je t'ai assez rendu hommage. Tu ne m'as jamais demandé de ma vie comment j'allais, mais j'étais peut-être trop aimé, voilà tout, donc on passe à autre chose. On passe à rien du tout, puisque c'est la fin du livre. Peut-être en faut-il en écrire un autre après. Ce qui nous a unis, mais c'est l'amour des mots qu'il m'a communiqué. C'est la poésie. Et je voudrais dire ça avec de bons mots, parce que ça nous ramène à Auroville. Je veux dire, moi j'ai vécu, vous savez, quand je suis revenu plus tard, que j'ai fait la connaissance donc, de Pierre, qui est mon premier ami dans ce coin du monde, j'avais 17 ans et lui 22. Hein 19 et demi. Enfin bref. Nous étions portés, moi en tout cas, et lui aussi, vous allez voir tout de suite pourquoi, par une vision vraiment poétique. Lui, il avait déjà fait le tour du monde, moi pas encore, hein, par une vision poétique de l'existence, voilà. Et par ce livre admirable, dont on aura peut-être l'occasion de parler, L'aventure de la conscience, que Pierre avait lu, qui m'a passé, je crois aussi, et qui l'avait beaucoup impressionné à l'époque. Mais Pierre, je voulais juste te dire un truc, je me souviens, puisque je parle de poésie, et disant, moi, c'est mon lien avec mon père, c'est ça. C'est toi qui m'as dit la première fois cette jolie phrase que je pourrais prendre comme point de départ de mon aventure personnelle aurovillienne qui n'a pas duré très très longtemps, en plus je peux en parler juste après, qui est de quelqu'un que tu connais très bien évidemment. J'ai tendu des cordes de fenêtre en fenêtre, j'ai tendu des guirlandes. Ça m'émeut, c'est dingue. Je suis comme un... Et je danse. Je recommence. Oui, enfin, moi je me dis des cordes de fenêtre en fenêtre, des guirlandes de clochers encorchés, des chaînes d'or d'étoiles en étoiles. Et je danse. Rimbaud, quand même. Moi, j'ai gardé ça en tête, mon vieux, depuis 50 et quelques années, tu vois. Et comme quelque chose qui a porté le flot de cette admirable ferveur qu'il y avait de tous les gens qui sont arrivés à ce moment-là. On était, nous, parmi les premiers.
Et toi, tu es arrivé juste après, tous les deux, là, en 69. Enfin, moi, j'étais en 69. Bon, Pierre et moi, on était en 68. On a gagné, mais quand même. Et moi, je suis reparti en 69 parce que je voulais rester. Je me laisse entraîner par le cours de mon récit. Hein, parce que je voulais rester ici, moi. Je voulais rester ici, devenir éventuellement sannyasine, faire le tour de Sri Lanka à cloche-pied par les plages. J'avais 17 ans, j'avais passé mon bac avec mention, malgré mes absences répétées, les mots d'excuses invraisemblables de Gilbert Gaucher qui dit que j'avais toujours mal à la gorge, et pendant ce temps-là, j'étais en train de faire le con ailleurs. Et bon, bref. Et influencé que j'étais, évidemment, par le parcours saprénien. Alors là, je voulais revenir à cette deuxième chose très très forte qui m'a marqué en écoutant Jean-Marie parler de son père, c'est que grâce à François Baron, c'est seulement grâce à François Baron que Satprem est arrivé à Pondichéry. Et si il n'y avait pas eu cette grâce incroyable, combien de milliers de personnes ne seraient pas venues sur ce chemin de mer et de chaude. Donc là, je crois, on a une gratitude immense envers ton père pour faire venir Satprem en Pondichéry. Oui, c'est un concours de circonstances tout à fait extraordinaire. Donc, comme je vais essayer d'accélérer là parce que je vois que l'heure tourne, pardon, c'est toujours pareil. Hein. Donc, mon père en 1945 nommé gouverneur en raison de ses faits de gloire, voilà, des résistants de la première heure et tout ça. Donc, il est nommé à Pondichéry et donc il prend sous le bras, il emmène avec lui le jeune Satprem qui s'appelait Bernard, qui pèse 35 kilos. Parce qu'il sort de Mauthausen et c'est pas Birkenau, pardon. Non. Buchenwald. Pardon, ça c'est vraiment un lapsus du dernier moment. Ça c'est pas Buchenwald, voilà. Donc mon père le prend sous le bras et lui dit « Viens avec moi vivre l'aventure coloniale ». Et le Satprem, qui est complètement dévasté, ce sont ses mots, ne pense qu'à une seule chose, c'est mettre fin à ses jours. François vraiment le prend avec lui, il l'emmène. Il en fait son secrétaire particulier, son factotum, il l'installe dans le palais du gouverneur. Lui connaît un peu la musique, il joue son rôle de gouverneur et tout. Le Satprem me brûle la vie par les deux bouts, je lui tire d'ailleurs un peu sur le bambou aussi. Il picole avec ce type incroyable que j'ai connu, qui s'appelait Ananta, qui était le seul qui se couchait ivre-mort sur le samadhi, et à qui mère disait non, Ananta il a tous les droits. Enfin, je dis ça parce que c'était une époque à l'ashram où on se marrait un peu quand même. Et moi j'ai vu les verres avec Ananta qui se bourrait la gueule quand même. Hein. Et il allait se coucher sur le samadhi, n'est-ce pas? C'est des histoires vraies tout ça. Il y avait une ouverture d'esprit qui serait peut-être bon de retrouver aujourd'hui, par les temps qui courent. Virgule. Enfin bref. Attends, ne nous écartons pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter que nous avons finalement... moi j'arrive ici 50 ans plus tard, vous imaginez si on commence à raconter tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a aimé, tout ce dont on a rêvé, tout ce qu'on a raté, il y en a pour un moment. Donc... oui, donc grâce à François Baron, Bernard s'appelle Satprem, Bernard écrit chez Orbigo l'aventure de la conscience, qui fera venir des centaines, voire des milliers de personnes ici en Inde. Bernard Satprem est responsable aussi de ce qui est probablement la chose la plus précieuse au monde par les temps qui courent, à savoir les 13 volumes de l'agenda de mai. Sans lui, c'était vraiment difficilement possible. Il a joué également un rôle dont je n'ai pas toutes les précisions vis-à-vis d'Auroville. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a refusé de jouer un rôle de gourou pour Auroville, mais que plus d'une fois, quand j'étais avec lui dans les Nilgiris, à Kotagiri, là-bas, j'ai écrit un petit bouquin aussi de Satprem où je raconte toutes ces histoires-là. Malheureusement, je ne les ai pas, j'en ai quelques-uns.
Il y a Christine Devin qui a édité ça. Et je serais très heureux que certains d'entre vous l'aient ce petit livre, si ceux qui s'intéressent encore à ça prennent. Et que j'espère qu'on va pouvoir un jour le distribuer. Sinon, je ne sais pas quoi, je referai un tirage, on se débrouillera. Enfin, bref, il a joué un rôle je l'ai vu plusieurs fois partir pour Delhi, discuter avec Kirit, peut-être avec Karan Singh, mais peut-être moins avec Karan Singh sûrement, mais avec Kirit en tout cas, d'autres ministres, parler d'Auroville, avec Djardi Tata aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui nous avons eu la chance de dîner avec Roger Anger, au Taj Mahal qui lui appartenait. C'est marrant, il arrive comme ça en chemise, tout ça, et tous les gens lui touchaient les pieds, tout ça. Je dis oui, tout ça c'est à moi avant de dire. Et qui parlait français comme vous et moi, qui a fait toutes ses études au lycée Chanson de Sailly à Paris, et qui est enterré là-bas d'ailleurs, à côté de sa maman française. Bien. Est-ce que tu aimerais bien nous lire le discours qu'a fait ton père à la Sorbonne en 1968? Oui, parce que finalement, il avait aussi les mots pour le dire, mon cher papa. Le mot, c'est pas très joli de dire ça. Écoutez, il se fait que le 21 février, c'est le jour de l'anniversaire de mère, 1958, elle était toujours là. Chez Robinson n'était plus là, mais elle était toujours là. 58 ou 68? 58. Je pense que c'était à la Sorbonne. Et voilà, c'est cette petite allocution que je me propose de vous lire parce que elle dit tout ce que je n'ai pas encore dit. La ferveur, son amour de l'Inde que je ne vous ai pas encore dit. Lorsque je considère le cours de ma vie, déjà longue et remplie de grands événements, de guerres mondiales, de petites ouvertures et de quelques rêves réalisés, il m'apparaît, avec une éblouissante évidence, que ma chance la plus grande et l'événement le plus déterminant pour mon destin furent d'avoir pu vivre 15 ans dans l'Inde pour y rencontrer, aimer et me donner à Sri Aurobindo et mère. L'amour de l'Inde ne peut être que grand, ou alors il n'est pas. Patrie maternelle de tous les hommes de civilisation indo-européenne, elle ne vous repousse pas, elle ne vous attire pas la délétère, impassible et tendre. Elle vous enchante et vous admet pour peu que votre tonalité intérieure s'accorde à sa magique vibration. Je crois que ce fut mon privilège. Que la reconnaître et d'y retrouver l'ancestral foyer. Et cette chaleur pour l'âme, cette lumière pour l'esprit, c'est à Pondichéry que je l'ai retrouvée à l'ashram de Sri Aurobindo et de mère. Pour un Français curieux et sceptique à la fois, c'est d'abord la révélation intellectuelle par la lecture de l'œuvre de Sri Aurobindo qui ouvre son esprit. Puis, s'il a la chance de vivre à Pondichéry et qu'il soit sensible au climat, au rayonnement qui enveloppe l'ashram, il sait qu'il est près d'une source de lumière. Alors vient la rencontre bouleversante du maître et de la mère, et de mère. Heureux ceux qu'ils agréent, car ceux-là ont reçu au creux de leurs mains les semences de la connaissance et de l'amour. Enfin arrive un jour de fervent abandon, où, au cours de méditation au pied de mer, une goutte de lumière tombe sur l'âme éblouie. Et c'est une minute de bonheur qui vibre tellement que tout l'avenir en gardera la résonance. Quoi qu'il arrive désormais, la vie a retrouvé son vrai sens, l'intelligence, sa juste direction, le cœur, son seul amour. De tous les dons que m'a fait mère, celui-là est le plus précieux. Dans cet Occident où l'on rencontre tant de villages inquiets, ça ne s'est pas arrangé,
où les plus raisonnables cherchent refuge dans une indifférence stoïque, il est consolant de penser qu'il y a, à travers le monde, et dans l'Inde très particulièrement, des hommes éclairés par l'enseignement et l'exemple de Sri Aurobindo et de Meher, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une explication pertinente du monde et de la vie. Ils ont tous les moyens du bonheur, car ils possèdent la foi, ou plus exactement cette sérénité que donne une totale confiance dans le divin. Ils sont fortifiés par l'espérance, parce qu'ils sont conscients, par expérience personnelle et par l'exemple de Sri Aurobindo et de Meher, que l'homme est infiniment perfectible. Enfin, connaissons la vraie liberté, celle de l'homme que rien n'attache. Il possède la charité, c'est-à-dire l'amour, et la reconnaissance du divin involuée dans toutes ses créatures. Voilà trop brièvement esquissé ce dont je veux témoigner au sujet de l'immense enseignement de Sri Aurobindo et de Meher qui commence à se répandre sur le monde pour sa sauvegarde et son futur bonheur. Absolument incroyable. Ça me fait penser à ce que disait Meher dans l'agenda, qu'il y a 3 pays au monde qui vont jouer un rôle primordial pour l'avenir de l'humanité. C'était la France, l'Inde et les États-Unis. Et si la France, en tant qu'un pays entier, pouvait se convertir à la lumière comme l'a fait le père de Jean-Marie, je crois qu'on serait vraiment sur le bon chemin pour cet avenir lumineux de la Terre. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. Une dernière petite anecdote poétique qui remonte à il y a relativement peu de temps. Enfin, non, déjà, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de poésie, mais c'est très important parce que Aurobindo, comme cela a été dit, Sri, il y a peu de temps encore, se considérait avant tout comme poète. Il se fait, figurez-vous, que traîne dans ma tête aussi depuis très très longtemps un vers de Mallarmé, qu'il y a quelques années, quand j'étais avec Saprem dans les montagnes des Nilgiris, alors qu'on se promenait, comme tous les soirs, à la tombée du jour, comme ça, dans la forêt, etc., puis qu'on s'arrêtait, on faisait une cigarette, on regardait les coques. Enfin bref, et je lui ai dit, mais est-ce que tu connais ce vers de Mallarmé, qui est le transparent mystérieux dont nous avions parlé avec mon père, comme d'un emblème du passage poétique, de ce qu'on pouvait considérer comme le passage poétique, selon l'agencement des mots et le miracle de la juxtaposition tout d'un coup de 2 mots qui font que tout d'un coup, paf, on passe à une dimension supplémentaire. Vous voyez ce genre de propos. Et j'ai dit, c'est le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Et Saprem me regarde comme ça et me dit, ah mais oui, figure-toi que Sri Aurobindo a commenté ce vers dans une de ses correspondances, mais vraiment commenté, et c'est un vers qui prenait en exemple du génie poétique français. Incroyable, hein, c'est une histoire absolument vraie que je vous raconte. Là, très peu de gens la connaissent, celle-là. Et pour finir, une dernière question à Jean-Marie. Pourquoi tu n'es pas devenu aurovillien? Non, mais je peux répondre, vous allez me dire, mais ce sera partiel et tu charries, mais non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par dire, moi, après avoir passé mon bac, j'avais toujours 17 ans, ce qui était quand même très jeune quand j'y repense aujourd'hui, et je voulais absolument rester à Auroville, mais avant ça, même, je voulais passer par être sannyasi, enfin l'initiation et tout ça. Et c'est Saprem qui m'a dit, non, il s'est dit, le petit gars là, il est bien gentil, mais il faut quand même assurer le coup un petit peu plus. Et il m'a dit, écoute, de toute façon, Auroville aura toujours besoin de compétences. Alors, retourne en Occident, va faire des études, et après ça, tu reviendras construire éventuellement Auroville. Et effectivement, dans l'année qui venait de s'écouler, j'avais vécu la plupart du temps
j'avais eu beaucoup de chance dans un joli appartement qui donnait sur le cours Chabrol, où je voyais se lever le soleil tous les matins comme ça, qui était celui de Roger Angers, architecte de revue. Donc il y avait des piles d'architecture comme ça. Moi, je n'étais pas spécialement versé dans l'architecture jusque-là, mais du coup, en rentrant à Paris, je me suis inscrit aux Beaux-Arts pour devenir architecte, pour entreprendre mes activités d'architecture, pour revenir passer architecte et hop, revenir à Reville pour construire. Malheureusement, c'est un problème de timing, si je puis dire, l'ambiance était à tout, sauf à l'architecture, même à ce qui s'appelait UP6, tu as peut-être connu, Pierre, ça te dit quelque chose, UP6, enfin bon, bref, on ne faisait que de la politique, que de la politique, que de la politique. Alors j'étais devenu trotskiste, je faisais du karaté tous les jours, mais plus d'architecture. À la fin de l'année, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai essayé d'avoir une bourse pour l'endroit le plus sérieux américain, le MIT, j'ai pas eu la bourse et tout. Et après ça, la vie, on a décidé autrement. Je veux dire, j'ai fait un volte-face, j'ai fait des classes préparatoires pour passer les concours d'école normale. Enfin, j'ai fait tout à fait autre chose, complètement. Et cela m'a, de fil en aiguille, écarté de Reville. Mais j'ai maintenu le contact toujours, depuis 50 ans. C'est comme je sais pas quoi, la 25e fois ou la 45e fois que je suis ici. Il y a encore le temps. Bon, si vous avez des questions, on a 5 minutes qui nous restent. J'ai une question. Jean-Marie, attends. Comment est-ce que ton père a vécu l'indépendance, l'époque de l'indépendance? Un petit peu. L'indépendance de l'Inde? Il l'a vécu, sachant qu'il fallait la vivre, puisque les Anglais avaient déjà quitté l'Inde en 1947. Donc on savait, les Français savaient. Mais ça me donne l'occasion de te raconter une anecdote, évidemment, parce que la vérité, c'est quoi? Donc les Français savaient qu'il fallait partir. Comme tu sais, toi, peut-être déjà, François, avec le support de Schlerovildo et avec l'accord de Nehru, voulait maintenir une présence française importante dans Pondichéry, faire de Pondichéry la porte ouverte ou la fenêtre ouverte de l'Inde sur la France et réciproquement et la France sur l'Inde. Or, ça n'a pas été véritablement le cas. C'est à cette époque que Maurice Schumann vient rencontrer. Non, enfin, il arrive juste un peu après Maurice Schumann, parce que la restitution des comptoirs financiers, c'est 54. Moi, ce dont je parle, c'est la fin du mandat de mon père, c'est-à-dire 49-50, fin de 49. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris un malin plaisir à l'écrire, alors que nous avons un président français qui est toujours en exercice aujourd'hui, et qui est allé, je deviens un petit peu polémique, mais je fais exprès aussi, s'agenouiller à Alger en plaidant coupable et en parlant à propos de la colonie, du crime contre l'humanité. Tout ça pour vous dire que quand mon père a quitté Pondichéry, dans sa bagnole avec son petit fanion français bleu, blanc, rouge, toute la population de Pondichéry a suivi sa voiture jusqu'à la limite du territoire en agitant des petits drapeaux comme ça et la larme aux yeux. Vous voyez? Et la vérité, c'est qu'il a fallu truquer les élections pour que Pondichéry redevienne indien, l'ensemble des territoires. Ça aussi, bon, ça n'est pas dit dans la chanson, mais ce fut le cas. Forcément, les gars, ils étaient beaucoup plus heureux. Enfin, je veux dire, c'était plus confortable d'être français que de redevenir indien sans savoir exactement comment les choses se passaient. Là, au moins, ils avaient les allocations familiales à l'époque, tu vois, les gars, ils étaient tranquilles. Après ça, ils venaient sous offre, ils étaient de 3 ans d'armée à Toulouse, ils revenaient à Bondy, tac, et jouaient au boule. Et sans parler des enfants, tous français, et des allocs, bang, passons, pardon. Bon, Jean-Marie, merci de nous avoir parlé de ton père et tout ce que tu nous as raconté. Vraiment dans le désordre, j'ai l'impression que c'est un pataquès, c'est absolument épouvantable, pas grave. donc c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a quand même quelqu'un dont tu n'as pas parlé et qui, pour moi, me tient vraiment à cœur, c'est ta mère. Quel rôle elle jouait là-dedans? Et Carmen était très, très attachée à Reville. Oui. Non. Oui. Enfin, c'est un autre sujet, si je puis dire. Bon, il se fait que moi, j'ai une maman qui a tout à fait une autre histoire, qui a priori n'avait rien pour s'attacher à Auroville et à Mère, à laquelle elle apportait des bouteilles de Saint-Ol tous les ans. À l'époque, on mettait du Saint-Ol.
Enfin bref. Carmen a été très impressionnée par Auroville. Très rapidement, elle a préféré Auroville à la vie pondichérienne et même au samadhi, je dirais, ensemble. Elle n'était pas du tout. Elle n'était pas dévote comme mon père. Mon père se mettait à plat ventre devant mère, comme ça, elle lui embrassait les pieds. Carmen, jamais. Elle aimait beaucoup comme ça, mais elle n'a pas eu cette histoire extraordinaire de cet attachement, je veux dire, mystique, divin que mon père a pu avoir avec elle. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'aventure aurovillienne, oui. Et cette dame, dont je peux dire qu'elle a eu une carrière à sa manière, elle, parce que c'était une émigrée mexicaine qui s'est retrouvée directrice de Dior. Vous voyez un peu le truc quand même. Voilà, qui était une des femmes les plus élégantes de Paris pendant 20 ans de sa vie, etc. etc. Enfin, c'était un autre monde, complètement un autre monde. Moi, je suis un mélange de toute cette histoire-là, vous voyez. Et je l'ai retrouvé, moi, à Inspiration, en train d'éplucher les pommes de terre et les carottes et les trucs, et pieds nus, au milieu de tous les gens qui avaient 50 ans de moins qu'elle, et à qui elle apportait des rasoirs, des bas, des pommades, des trucs. J'ai une question. Il me semble que ce serait intéressant que tu nous racontes le moment où tu avais 18 ans et où tu t'es retrouvé devant mère. C'était la deuxième fois de ta vie. Et apparemment, c'est l'épisode peut-être qui a le plus changé ta propre... Enfin, quand on lit ton livre, on a l'impression vraiment que ça a bouleversé ta vie. Je pense que ça il ne faut pas passer à côté. Oui, ça a confirmé quelque chose qui existait déjà. Mais ce qui existait déjà, parce que, je ne sais pas si je l'ai suffisamment bien raconté, mais effectivement, quand j'avais 10 ans, j'étais impressionné par la scène en général, j'étais impressionné par cette dame qui était devant moi comme ça, qui était évidemment très impressionnante, mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'était de voir mon père à genoux, tout d'un coup, en train de lui embrasser les pieds. Mon père qui était devenu, après avoir été le marin décontracté de la Trinité-sur-Mer, le gouverneur à qui était précédé de tous les honneurs. À l'âge de 18 ans, donc je ne l'ai plus jamais revu, évidemment. Mais après mai 68, j'ai eu l'idée farfelue, mais bonne. Je dois dire, comment mes parents m'ont-ils laissé filer, ça, je n'ai pas encore compris, mais enfin bon, le laxisme de l'époque. Enfin, toujours est-il donc que je suis arrivé à Pondichéry pour passer mon bac. Là, enfin. Et le jour de mes 18 ans, j'ai relevé mère. Là, j'étais seul avec elle. J'ai d'ailleurs un document qu'elle m'a donné avec un plan, des bénédictions et tas de choses comme ça que je conserve précieusement. Et effectivement, ça fait une autre histoire, puisque j'étais seul avec elle et que là, il n'y avait plus cette espèce de figure paternelle comme ça qui occupait une grande place dans ma vie. Peut-être, mais autrement. Enfin. Je n'ai pas le souvenir d'un dialogue. J'ai le souvenir d'une... beaucoup de gens ont raconté ce qui leur était arrivé à ce moment-là. Moi, je ne trouve plus tellement les mots, parce que c'était du silence, si vous voulez. C'était essentiellement du silence. Mais j'ai eu vraiment le sentiment de ce qu'on pourrait appeler, enfin, pas de ce qu'on pourrait appeler, de ce que j'appelle un changement de plan de conscience. Je suis resté avec elle, vous savez ce que c'était dans ces cas-là, on ne sait plus si on a passé 20 secondes ou si on est resté 10 minutes avec elle, par le temps, c'est plus du tout ce qui se passe. Il y a un moment de fascination et tout simplement, ensuite, si je parle de force qui circule, ça peut paraître abstrait ou à côté de la plaque, je ne sais pas comment dire. C'est très délicat de dire ça, mais si on dit, ben voilà, je veux dire, s'il s'est passé vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un échange sans mots de fluctuation quantique, peut-être, dirait ma fiancée. Enfin bref. Toujours est-il que j'ai quitté la chambre de mère, j'ai monté sur mon petit vélo,
C'était en fin de journée comme ça, et on pédalait en cherchant l'ombre, comme ça. C'était un peu commencé à faire le tour de la ville. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée absolument fixe de partager l'émotion dont je ne parle pas parce qu'elle me subjuguait complètement. Vraiment, j'étais complètement ailleurs, si vous voulez. J'étais dans un état très particulier, vraiment, mais très heureux. C'est voilà, qu'on appelle plénitude, bonheur, etc., ce que vous voulez. Peur de rien, et évidemment ce sentiment extrêmement agréable qu'il ne peut rien vous arriver de mal. Hein? Est-ce dû à une protection maximale, au fait qu'on est dans un état où, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai laissé mon vélo là contre la porte du cousin Sainte-Prenne, que je n'avais pas prévenu, qui était déjà un peu barricadé, il se protégeait, là, quand même, il n'aimait pas beaucoup qu'on passe comme ça, surtout à l'improviste et tout. Enfin, j'ai poussé la porte, je monte au premier étage, toc, 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 il était là, assis, comme d'habitude, derrière son petit bureau, une planche avec deux tréteaux, et tout ça, et quand il m'a vu arriver, je ne sais pas s'il était au courant ou pas, enfin, il a compris. il a compris, il a quitté son bureau, comme ça, genre, là aussi, pratiquement pas de parole, bien, tout ça, et nous nous sommes assis sur... il y avait deux coussins par terre, on est restés l'un à côté de l'autre comme ça, pendant un certain temps. Pas une heure, peut-être, une demi-heure, une heure. Longtemps. Et tout d'un coup, il m'a raccompagné jusqu'à la porte. On n'a pratiquement pas parlé. Il m'a raccompagné, et bien on s'est levé, je me rappelle le matin, et il m'a dit, mais tu sais, ce qui t'est arrivé avec mère, vous avez compris, hein, je vous l'avais dit peut-être après. Il m'a dit, ce qui t'est arrivé avec mère, tu pourras toujours essayer de le recouvrir. Mais c'est comme une plaie ouverte, je veux dire, elle ne cicatrisera jamais, elle sera toujours là. Ce souvenir-là, il sera toujours là. Cette histoire-là, elle sera toujours là avec toi. Et puis, juste au dernier moment, avant de partir, ça m'est resté en tête pendant longtemps, je pense que j'ai dû l'écrire aussi, enfin, bon, ouais. Et il m'a dit, et tu sais, Sri Aurobindo était avec nous, là dans l'heure que nous avons passé ensemble. Alors, moi, je suis reparti sur un nuage, avec mon changement de plan de conscience, mais alors on est bien, tu vois, vraiment. Et ça a duré ce que ça a duré, c'est-à-dire, je ne sais plus, 48 heures, 24 heures. Je sais plus, je crois que j'habitais dans un guest house, là, genre Parc Charbon, guest house, un truc comme ça. J'habitais plus chez Roger Angers, là. Et je me suis allongé, voilà, je me suis réveillé le lendemain, et la vie a continué avec cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. 18 ans, 60, 12, ça fait 50 ans. Merci, Jean-Marie.